En 2005, pendant ses vacances organisées par son école, Natalie Holloway va tout simplement disparaître sans laisser de traces. Son histoire sera énormément médiatisée et malheureusement l'enquête fera du surplace et connaîtra beaucoup de fausses pistes. Heureusement, au fil des années, la police va découvrir de nouveaux indices très mystérieux. Pour tout savoir sur la triste histoire de Natalie Holloway, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une histoire américaine. J'en traite pas souvent et du coup je suis assez contente de vous en parler de temps en temps quand même. Alors cette histoire elle est assez particulière parce que elle s'est vraiment étendue sur plusieurs années. L'enquête a pris énormément de temps et vous allez voir c'est quand même une affaire assez frustrante. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle juste de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va bientôt être à 10 000 abonnés et comme je vous l'ai annoncé, quand on sera à 10 000 abonnés, je ferai une semaine entière de vidéos, une vidéo chaque jour. Bon, maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Natalie Holloway est née le 21 octobre 1986 à Clinton, dans le Mississippi, aux États-Unis. Elle est le premier enfant de ses parents, David et Bess Holloway. Par la suite, elle aura un petit frère, Matt, mais en 1993, ses parents divorceront alors que Natalie n'avait que 7 ans. Natalie et son frère resteront alors vivre chez leur mère, qui se remariera en 2000 avec un homme qui s'appelle George Tweety et qui est un homme d'affaires. La petite famille déménagera ensuite à Mountain Brook, toujours en Alabama. Natalie va ensuite continuer son parcours scolaire dans cette nouvelle ville et le 24 mai 2005, elle sera diplômée avec les honneurs du lycée Mountain Brook. En fait, Natalie était membre de la National Honor Society car elle participait à l'équipe de danse de son lycée et à encore d'autres activités extrascolaires. Une fois diplômée, Natalie souhaitait intégrer l'université d'Alabama et d'ailleurs elle était sur le point d'y arriver avec une bourse d'études complète. Aussi, le but de Natalie était de devenir médecin, donc elle voulait faire des études de médecine et voilà, je trouve que ça prouve qu'elle avait vraiment beaucoup d'ambition, elle voulait faire de grandes études. Comme vous l'avez compris, les derniers jours de lycée de Natalie arrivaient et pour ça, la classe de Natalie, donc la classe de terminale, avait prévu un voyage. C'était un voyage à Aruba, une petite île néerlandaise au milieu du sud de la mer des Caraïbes. Évidemment, Natalie avait très envie d'y aller et avait demandé l'autorisation à ses parents pour y participer. Et c'est comme ça que le 26 mai 2005, Natalie et 124 autres élèves vont prendre l'avion pour partir à Aruba. Je précise que le voyage durait 5 jours et pour ces 124 élèves, il y avait 7 accompagnateurs qui étaient censés veiller à ce que tout se passe bien et à ce que les élèves aillent bien. Une fois sur place, les élèves et les encadrants dormaient à l'hôtel Aruba Holiday Inn et chaque élève devait partager sa chambre avec un ou une amie. Alors pour ce qui est des activités sur place, bon ils sont quand même sur une île, donc les 3/4 des activités c'était de la natation ou de la plongée avec tuba. En plus de ça, les élèves passaient aussi une bonne partie de la journée à chercher des endroits sympas pour faire la fête une fois la nuit venue. Bref, la semaine se passe bien et très vite va arriver le dernier jour de leurs vacances. Pour cette dernière soirée, on s'en doute, les élèves voulaient profiter au maximum et donc ils avaient trouvé un bar sympa sur une plage. Et ce bar sur la plage s'appelait le Carlos and Charlie's. C'est alors dans ce bar que Natalie va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Joran et qui a 17 ans. Natalie avait 18 ans à ce moment-là, donc les deux avaient quasiment le même âge. Et selon les amis de Natalie, Joran paraissait presque banal, il était sympa et gentil, rien ne paraissait vraiment étrange chez lui. Natalie, elle, est vite tombée sous son charme et durant cette dernière soirée, elle a été le suivre à l'arrière de sa voiture. On sait parce qu'une amie de Natalie l'a justement aperçue à l'arrière de cette voiture vers 1h30 du matin. Mais cette amie dira aussi que Natalie n'était pas seule dans la voiture avec Joran, il y avait aussi 2 autres personnes qu'elle ne connaissait pas. Ces personnes étaient en fait les frères Kalpoué, c'est-à-dire Deepak Kalpoué, 21 ans, et Satish Kalpoué, 18 ans. Mais malheureusement, ce sera la dernière fois que Natalie sera aperçue. En fait, c'est le lendemain matin seulement qu'on va se rendre compte que quelque chose est sans doute arrivé à Natalie
parce que voilà, tous les élèves sont à l'aéroport d'Aruba, ils sont prêts à rentrer et là, Nathalie n'est pas là. Les accompagnateurs se décideront finalement à retourner à l'hôtel pour aller voir si elle n'était pas toujours dans sa chambre. Ils vont donc aller à l'hôtel, rentrer dans sa chambre et c'est là qu'ils découvriront sa chambre vide, mais il y avait quand même son bagage fermé, donc ça montrait qu'elle avait quand même déjà fait sa valise et dans la chambre il y avait ses papiers dont son passeport. Évidemment, très vite une recherche sera lancée et avec l'aide d'un millier de volontaires, toutes les autorités d'Aruba vont mener d'importantes recherches pour essayer de retrouver Nathalie. Ici, c'est vraiment chouette parce que l'affaire a été directement prise au sérieux et pour vous dire à quel point, des agents du FBI, 50 soldats néerlandais et 3 F-16 équipés de l'armée de l'air royale néerlandaise ont été déployés. Et puis, en plus des recherches aériennes et terrestres, un examen des fonds océaniques a été mis en œuvre pour peut-être retrouver le corps de Nathalie. Et ce qui est vraiment fou et malheureux, c'est que malgré tout ça, rien n'a été retrouvé. Du côté des parents, George et Elizabeth Tweety s'envolent avec des amis vers Aruba. Donc là, ils sont vraiment inquiets, ils ont peur et donc en arrivant, ils vont directement aller chez la police. Un peu avant, ils avaient quand même parlé avec des amis de leur fille pour un peu comprendre ce qui s'était passé. Et en arrivant à la police, ils parleront directement de ce certain Joran van der Sloot. Ils auront trouvé son nom de famille et ils auront même fait des recherches de leur côté et seront donnés à la police l'adresse de ce garçon. Grâce à ça, plus tard dans la journée, la famille de Nathalie, les policiers et même les amis de la famille vont se rendre chez Joran. C'est lui qui va ouvrir la porte et quand on va lui parler de Nathalie, dans un premier temps, il va dire ne pas la connaître du tout et ne pas comprendre qui sont ces gens et qui est Nathalie. Mais après quelques minutes, il reconnaîtra l'avoir vue et dira que lui et les frères Calpoué ont conduit Nathalie au phare le soir de la soirée. Ils diront que Nathalie voulait voir les requins ce soir-là et Joran expliquera l'avoir ensuite raccompagnée jusqu'à son hôtel vers 2 heures du matin. Il va aussi préciser que les 2 frères étaient eux aussi toujours dans la voiture à ce moment-là. Joran dira ensuite qu'elle était saoule et elle serait tombée en descendant de la voiture. Il dira aussi lui avoir proposé son aide, mais elle aurait gentiment refusé et serait parti vers l'hôtel. Et Joran, avant de partir, il aurait vu un homme en costume noir qui ressemblait un peu comme au portier de l'hôtel. Et cet homme en costume noir se serait dirigé vers Nathalie, mais il n'en saurait pas plus. D'ailleurs, Deepak Calpoué, un des 2 frères qui était donc selon la version des faits de Joran dans la voiture à ce moment-là, confirmera ce que Joran a dit. La police de leur côté va décider d'interroger les surveillants et Jody Bierman, qui était l'encadrant du voyage, va s'exprimer sur ce sujet. Les étudiants faisaient beaucoup la fête, buvaient beaucoup et s'échangeaient leur chambre toutes les nuits. Nous savons que Nathalie Holloway buvait tous les jours, dès le matin, des cocktails au point de ne pas s'être présentée à 2 reprises au petit déjeuner. Donc là, on peut quand même comprendre qu'il remet un peu la faute sur Nathalie et pas sur ses surveillants. Bon, sinon pour la police, ils vont continuer l'enquête et ils vont décider de visionner les caméras de surveillance de l'hôtel cette nuit-là et bizarrement, ils ne verront pas Nathalie rentrer, ils ne verront pas la voiture de Joran, ils ne verront pas ce mystérieux homme en costume noir, rien de tout ça, donc petit à petit ils vont se dire que la version des faits de Joran est peut-être complètement fausse. Par contre, il y a une rumeur qui dit qu'en fait les caméras de l'hôtel ne fonctionnaient pas ce soir-là et que le fait que Nathalie ne serait jamais rentrée à l'hôtel parce que les caméras ne l'avaient pas filmé tout simplement était une fausse version des faits, mais bon, j'ai tendance à croire quand même le chef de l'enquête qui va expliquer au public qu'il a effectivement visionné les caméras et que Nathalie n'y était pas. La police va donc avoir très vite Joran et les 2 frères dans leur collimateur et demandera un mandat pour fouiller la voiture de Joran. En fouillant cette voiture, ils vont y découvrir des petites gouttelettes de sang qui vont faire analyser, mais malheureusement ça ne donnera rien. Malgré tout, le 5 juin, la police d'Aruba interpellera Nick John et Abraham Jones, qui sont 2 anciens agents de sécurité de l'hôtel voisin de celui de Nathalie. En fait, l'établissement voisin avait été fermé pour rénovation et aussi parce qu'il y aurait eu des problèmes d'abus sexuels ou même de kidnapping dans ces murs. Donc on sent que c'était pas un établissement, un hôtel très sûr et donc il aurait été fermé pour ça. Le truc c'est que ces 2 hommes qui viennent d'être arrêtés, ils travaillaient et la police va dire brièvement que c'est Joran qui aurait parlé d'eux dans une déposition. D'ailleurs, c'est vrai que Joran, dans sa première version des faits, avait parlé de cet homme en noir, ce portier qui aurait
approcher Nathalie. Donc évidemment, la police se devait de vérifier. Ces deux agents seront donc placés en détention provisoire, mais ils seront très vite relâchés et on n'en apprendra pas plus sur eux, mis à part que l'un des deux était quand même déjà connu des services de police, connu parce qu'il allait dans plusieurs hôtels pour ramener des jeunes filles. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le 13 juin 2005, ils seront libérés et on n'entendra plus jamais parler d'eux dans le cadre de cette enquête. Bon, l'enquête continuera et c'est le 9 juin 2005 qu'enfin Joran et les deux frères Kalpoe seront placés en détention provisoire pour suspicion de kidnapping et de meurtre. Il faut savoir qu'ils avaient été placés plutôt sous écoute téléphonique et la police surveillait aussi leur courrier dans leur boîte aux lettres. Ici, ce qui est un peu dommage, c'est que de base, les enquêteurs voulaient pas les arrêter tout de suite parce que ils voulaient les laisser en liberté un peu plus longtemps pour pouvoir récolter un maximum de preuves contre eux et pouvoir les arrêter avec beaucoup de preuves pour pouvoir directement prouver que c'était eux qui avaient bel et bien commis le meurtre. Mais bon, comme la famille de Nathalie a fait pression sur l'équipe de policiers, ils les ont arrêtés plus tôt que prévu avec un peu moins de preuves contre eux. Entre-temps, le 11 juin 2005, le porte-parole du ministre de la Justice d'Aruba fera un communiqué disant qu'on a retrouvé le corps de Nathalie et qu'elle est bel et bien morte. Mais quelques heures plus tard, il reviendra sur ses paroles en disant qu'il avait tout simplement eu de fausses informations. Donc là déjà c'est aussi assez étrange. Bon, sinon le 17 juin, une quatrième personne sera mise en détention provisoire dans le cadre de cette affaire. Il s'appelle Steve Gregory Krause et il est DJ. On apprendra que si cet homme a été arrêté, c'est à cause de Joran et des deux frères Kalpoe qui aurait tout simplement parlé de lui à la police. On n'en connaît pas vraiment la raison, mais en tout cas 5 jours plus tard, c'est le père de Joran qui sera arrêté et interrogé. Au final, il sera relâché et avec lui, le DJ pourra lui aussi sortir. Bon, faut se dire qu'à ce moment-là, la police, elle désespère complètement et décide d'offrir une récompense d'1 million de dollars pour le retour de Nathalie ainsi qu'une récompense de 100 000 dollars pour toute information menant à l'emplacement de son corps. Donc là, pour vous resituer, on est début juillet 2005 et les seules personnes étant toujours en détention provisoire, ce sont Joran van der Sloot, Deepak Kalpoe et Satish Kalpoe, c'est-à-dire les deux frères. D'ailleurs, au cours des interrogatoires, une nouvelle version des faits va arriver. Cette version des faits, c'est que les deux frères Kalpoe auraient en fait conduit Joran et Nathalie sur la plage près du phare, donc là où Nathalie voulait aller, et qu'ensuite les frères seraient repartis en laissant Joran et Nathalie seuls sur cette plage. Par rapport à ça, Joran dira ne pas avoir touché Nathalie, qu'ils n'ont fait que discuter et qu'après une bonne demi-heure, les deux se seraient séparés. D'ailleurs, les frères diront avoir reçu un message de Joran 40 minutes après l'avoir déposé, message disant qu'il était bien rentré chez lui. Mais bon, à plusieurs reprises pendant les interrogatoires, Joran va parler d'une troisième version des faits dans laquelle les frères Kalpoe l'ont déposé chez lui avant de ramener Nathalie à son hôtel, ce qui fait que ce serait eux qui auraient vu Nathalie en dernier et non le contraire. Mais par rapport à cette version des faits, le chef de la police dira ne pas vraiment y croire. Et en fait, Nathalie venait d'Alabama et c'est vrai que l'Alabama c'est un état des États-Unis très raciste, vraiment très raciste et selon les amis de Nathalie, Nathalie serait pas vraiment restée avec les frères Kalpoe, en tout cas pas seule avec eux parce que c'était des personnes de couleur noire et selon ses principes, elle n'aurait pas voulu être seule avec eux. Donc cette version tombera un peu à l'eau et évidemment on ne croira pas Joran par rapport à ça. Et d'ailleurs le 4 juillet, donc une semaine après avoir été entendus par la juge, les deux frères Kalpoe vont être relâchés. Mais Joran, je précise, a été maintenu en détention 6 jours supplémentaires. La même journée, l'armée de l'air des Pays-Bas déploie 3 avions ayant des capteurs infrarouges pour aider les recherches. Mais encore une fois, et malheureusement, ce sera sans résultat. D'ailleurs, la police va avoir un témoignage. En fait, un jardinier ira voir les policiers pour dire que le soir du 30 mai, il aurait vu un homme qui ressemble à Joran près d'un étang situé près de l'hôtel de Nathalie. Cette personne était accompagnée de 2 autres personnes de couleur noire et ils étaient en train de jeter quelque chose dans cet étang tout en couvrant leur visage comme s'ils ne voulaient pas être vus. La police va donc prendre ce témoignage très au sérieux et ils vont vider l'étang mais ils ne retrouveront rien du tout. D'ailleurs, un deuxième témoignage va être apporté à la police. En fait, c'est un jogger qui va expliquer que le 30 mai en après-midi,
Il aurait vu 3 hommes en train d'enterrer le corps d'une femme blonde dans une déchetterie. Bon, je trouve ça étrange qu'il n'ait pas été voir la police avant, ce qui me fait penser que sans doute cette personne-là voulait juste avoir de l'attention, mais tout de même la police a pris ce témoignage assez au sérieux et ils ont été fouiller la déchetterie avec des chiens, avec plusieurs policiers, mais encore une fois, ils ne trouveront rien. Au final, les frères Calpoué vont de nouveau être arrêtés le 26 août 2005. Avec eux sera arrêté un certain Freddy Arambadzis qui a 21 ans. En fait, cet homme-là va être arrêté parce que c'est un ami de Joran et des 2 frères et il avait déjà un casier pour avoir photographié et touché une mineure. Je précise que cette histoire n'a rien à voir avec Nathalie et que ça avait eu lieu avant la disparition de Nathalie, mais que les frères Calpoué et Joran auraient peut-être eu un lien eux aussi dans cette histoire avec la mineure et qu'on se dit que peut-être tous les 4 ils feraient partie d'un groupe qui commet des crimes tout simplement. Malheureusement, le 4 septembre, Joran, les frères Calpoué et Freddy seront tout simplement libérés parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre eux. D'ailleurs, le 14 septembre, toutes les restrictions à leur égard seront levées par la cour d'appel d'Aruba. Dans le mois suivant la libération, Joran donnera plusieurs interviews donnant sa propre version des événements. Il dira que Nathalie a voulu avoir une relation sexuelle avec lui, mais qu'il aurait refusé car il n'avait pas de préservatif sur lui. Il dira ensuite qu'après ça, Nathalie lui aurait demandé de rester sur la plage avec elle, mais que lui aurait de nouveau refusé. Il aurait refusé car il avait soi-disant école le lendemain et que donc il devait dormir tôt pour être frais. Il explique d'ailleurs qu'après son refus, Satish Calpoué serait venu le rechercher sur la plage, l'aurait ramené chez lui et aurait tout simplement laissé Nathalie toute seule à cet endroit. Mais bon, à ce moment-là, l'avocate de Satish répondra au témoignage de Joran en disant que non, Satish n'a jamais été chercher Joran et d'ailleurs qu'il était endormi à ce moment-là. Bon, sinon le temps va passer et la police va tout de même continuer les fouilles pour essayer de retrouver le corps de Nathalie. Mais là, le 25 mars 2006, et vraiment je trouve ça grave, le chef de l'enquête dira que selon lui, Nathalie serait décédée suite à une trop grande consommation d'alcool et ou à cause de médicaments qu'elle aurait pris. Il va donc dire que selon lui, elle n'aurait pas été assassinée. Il dira même que la police sait que Nathalie avait sur elle des stupéfiants à ce moment-là, mais bon, ils ne savent pas si elle les avait utilisés ou non. Par rapport à ça, une personne va être arrêtée puis relâchée pour savoir s'il avait vendu ou non des drogues à Nathalie, mais bon, ça aussi, ça ne mènera à pas grand-chose. Bon, l'enquête fait totalement du surplace et donc les Pays-Bas vont se joindre à Aruba et donc les enquêteurs des Pays-Bas et ceux d'Aruba vont faire équipe ensemble pour essayer de progresser dans cette enquête. Entre-temps, la maman de Nathalie sortira un livre sur la disparition de sa fille en 2006, mais là c'est encore plus dingue parce qu'en 2007, Joran van der Sloot lui-même écrira un livre expliquant être totalement innocent dans cette histoire. Donc voilà, on peut se rendre compte que malgré le temps qui passe, les médias ont toujours quelque chose à se mettre sous la dent et mettent d'ailleurs une pression dingue aux enquêteurs. C'est comme ça que le 12 mai 2007, la maison des frères Calpoué va être fouillée. Ce qui est assez dingue, c'est que les 2 frères vont quand même faire un barrage aux policiers pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'entrer chez eux sans mandat. Bon, évidemment, la police avait un mandat, donc les frères Calpoué ont juste été mis en garde à vue en attendant. Ils vont fouiller la maison, mais aucune preuve sera trouvée, ou en tout cas rien ne sera perquisitionné. Et quand on interrogera la police sur ce sujet, ils diront qu'ils avaient tout simplement voulu voir de leurs propres yeux l'intérieur de la maison des frères Calpoué, juste au cas où un crime se serait fait à l'intérieur, et donc ils voulaient pouvoir visualiser la maison. Mais suite à ça, le 21 novembre 2007, sans vraiment que la police dise pourquoi, les frères Calpoué et Joran seront de nouveau remis en détention provisoire. Par rapport à ça, la police s'exprimera enfin quelques jours plus tard et diront « Ils sont soupçonnés d'homicide involontaire et de violence physique grave ayant entraîné la mort de Nathalie Holloway ». Toujours en novembre 2007, la mer va de nouveau être sondée, mais finalement les recherches vont être abandonnées. Et tout ça par manque de fonds. Et c'est vrai que 3 millions de dollars avaient déjà été utilisés pour cette enquête. Les recherches vont totalement se terminer à la fin de février 2008 et la police dira que ça fait quand même 3 ans qu'ils cherchent et que rien n'a été trouvé. En plus de ça, Joran et les frères Calpoué qui étaient toujours
en détention provisoire vont être libérés. La famille de Nathalie d'ailleurs fera appel à cette décision de libération, mais l'appel sera malheureusement refusé. D'ailleurs, le juge dira qu'il n'y a strictement aucune preuve montrant que Nathalie est décédée à cause d'un acte criminel ou même que ce soit un acte violent, et donc ils peuvent mettre personne en détention provisoire. Quelques jours après la fermeture de l'affaire, l'avocat de la famille de Nathalie va s'exprimer au grand public en parlant quand même de quelque chose dans le dossier qui était étrange. En fait, un des 3 garçons, donc soit Joran, soit un des 2 des frères Calpoé, se serait exprimé en conversation comme sur Messenger ou en tout cas une messagerie instantanée et aurait laissé sous-entendre que Nathalie était bel et bien morte. Donc, ça les incrimine quand même pas mal. Mais par rapport à ça, l'avocat des frères Calpoé dira tout simplement que les messages avaient été mal interprétés. Mais là, il va quand même y avoir encore de nouveaux rebondissements dans cette affaire. En fait, début 2009, Joran va faire des aveux sur la disparition de Nathalie à un journaliste. Mais là, le même jour, il reviendra sur ses aveux et dira avoir simplement dit au journaliste ce qu'il souhaitait entendre. Il dira aussi qu'il n'a strictement rien à se reprocher par rapport à la disparition de Nathalie, qui disait juste ça pour faire son intéressant, et que le journaliste ait un bon article. Mais bonne nouvelle, grâce à ça, l'enquête va être réouverte. Et les choses vont enfin commencer à bouger vers le 29 mars 2010. En fait, ce jour-là, Joran va téléphoner à l'avocat de la famille de Nathalie pour leur dire que contre 25 000 $, il accepte de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose et même de les amener vers l'endroit où il aurait enterré le corps de Nathalie. L'avocat va donc contacter le FBI qui versera effectivement cette somme à Joran. Joran expliquera l'endroit exact où est enterrée Nathalie, mais malheureusement, il sera prouvé qu'il mentait sur toute la ligne. Suite à ça, le 3 juin 2010, Joran sera inculpé pour fraude et extorsion de fonds. Mais maintenant, revenons-en quelques jours avant. Le 30 mai 2010, ça faisait 5 ans tout pile que Nathalie avait disparu. Et c'est assez dingue, mais c'est ce jour-là qu'une étudiante de 21 ans, Stéphanie Tatiana Flores Ramirez, va être portée disparue à Lima, au Pérou. Elle aurait ensuite été retrouvée morte 3 jours plus tard dans une chambre d'hôtel enregistrée au nom de Joran van der Sloot. Suite à ça, évidemment, Joran va être arrêté le 3 juin alors qu'il se trouvait au Chili. Il sera donc arrêté pour suspicion de meurtre. Et finalement, le 7 juin 2010, les autorités péruviennes vont dire au grand public que Joran a enfin avoué un meurtre, bon pas celui de Nathalie, mais celui de Stéphanie Ramirez. Joran expliquera que la jeune fille avait trouvé de son côté des preuves le liant à la disparition de Nathalie et qu'il avait alors décidé de la tuer pour qu'elle ne parle pas. Quelques jours plus tard, Joran avouera enfin avoir tué Nathalie et donnera même quelques détails sur sa mort. Il explique que Nathalie est décédée le matin après sa disparition et qu'un de ses amis aurait alors jeté le corps dans la mer. Bon, le corps n'aura jamais été retrouvé, mais Joran reviendra sur son aveu et dira que en fait, il aurait kidnappé Nathalie et l'aurait vendue dans un réseau d'esclavagisme. Donc là, en fait, on ne sait pas. Est-ce qu'il a reconnu le meurtre de Nathalie juste parce qu'il savait qu'il allait aller en prison et que donc il avait comme envie de frimer en disant qu'il avait tué 2 personnes? Ou est-ce qu'en fait, une de ces 2 versions était vraie? Ou est-ce que c'est vrai qu'il l'a tué mais qu'aucune de ces versions est vraie? C'est compliqué de le croire, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête et c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qui aurait bien pu arriver à Nathalie. Mais bon, en septembre 2010, il va quand même reconnaître son extorsion de fonds, donc le fait qu'il a volé 25 000 $ au FBI, et dira « Je voulais faire payer la famille de Nathalie, ses parents m'ayant rendu la vie difficile pendant 5 ans. » C'est ensuite en 2012 qu'il sera condamné à 28 ans de prison pour le meurtre de Stéphanie Ramirez, mais pas pour celui de Nathalie, parce qu'en fait, il n'y a aucune preuve qu'il l'ait vraiment tué malgré ses aveux, mais on ne sait pas si on peut le croire. Bon, malgré tout, il a quand même eu une peine de 28 ans. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Bon, entre-temps, le père de Nathalie demandera aux tribunaux pour que sa fille soit officiellement reconnue décédée. Et même si la mère de Nathalie s'y opposera, la requête sera acceptée et c'est le 12 janvier 2012 qu'elle sera officiellement reconnue décédée. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une affaire extrêmement frustrante. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé et même si Joran venait à avouer quelque chose, on ne sait pas si on peut le croire. Il a tellement menti dans cette affaire, donné tellement de versions différentes. Peut-être que l'une d'entre elles
est réel ou peut-être que non, on ne le saura peut-être jamais. Bon, sinon j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mon compte Instagram pour qu'on puisse débriefer ensemble. Et puis sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!